toutes, bonjour à tous, c'est François de Beaulieu et je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une édition spéciale d'Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Une émission spéciale parce que tout d'abord elle est filmée. Il s'agira donc d'une coproduction réalisée avec les éditions Chez nous pour le compte de l'Université populaire ouverte et permanente qui est basée en France sous la responsabilité de Mathieu Coste et d'Alain Hayes pour la partie vidéo. Mais une émission spéciale aussi par son sujet. Nous entendons de plus en plus souvent parler à la fois de la dette publique dans bien des pays, mais aussi du fonctionnement, ou plutôt du dysfonctionnement des banques, en particulier à la suite de leur débâcle en 2008, une débâcle qui, il faut bien le reconnaître, se poursuit discrètement. Je pense évidemment aux États-Unis, mais aussi à l'Europe. Alors voilà des sujets qui sont importants, qui sont vastes, et nous avons décidé aujourd'hui d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe derrière tout cela, derrière cette création monétaire également dont on entend bien souvent parler. Nous n'avons pas l'ambition ni la prétention dans cette émission, dans ces 30 minutes, évidemment de couvrir ce sujet. Un sujet vaste, important, mais également controversé. Alors nous avons fait appel à un invité. Et je viens d'évoquer un monde, celui de la finance, de la banque, de l'économie, un monde où les hommes sont omniprésents. Eh bien, nous avons trouvé pertinent aujourd'hui de proposer à une invitée de nous rejoindre pour nous en parler, pour nous partager son travail de recherche, d'analyse et ses propositions. Il s'agit de Nicoletta Forcieri, elle est italienne et c'est depuis la Toscane donc qu'elle nous accueille. Et qu'elle va donc nous parler. Mais auparavant, et rapidement, elle va donc me pardonner également, quelques mots pour faire connaissance avec notre invité. Si vous êtes né en Italie, Nicoletta, c'est par contre à Bruxelles, en Belgique, que vous avez grandi, étudié et travaillé. Vous êtes en effet la fille d'un haut fonctionnaire aux instances européennes. Après des études de langue et de droit international, c'est spontanément vers l'interprétariat que vous vous dirigez. Vous êtes une interprète simultanée lors d'événements de sommets internationaux, mais également c'est vers la traduction que vous vous dirigez, la traduction des contrats, des ententes, des décrets, là où les mots et leurs nuances sont effectivement importants. Et 30 ans plus tard, vous décidez donc de rentrer en Italie. Et là, vous êtes confronté à une situation politique, économique et sociale particulièrement difficile. Nous sommes alors en 2004. Ce retour va être un déclencheur. Racontez-nous. Oui, effectivement, je rentre en Italie et je constate une Italie complètement différente de ce que j'avais imaginé ou de ce que j'avais vécu quand je revenais, par exemple, en vacances depuis la Belgique. Je constate un contexte dégradé, un chômage aux étoiles, des privatisations de masse de tout ce qui était le fleuron du Made in Italy, une usure bancaire énorme avec un credit crunch qui dure depuis des années, des suicides d'entrepreneurs de petites et moyennes entreprises, des expropriations des maisons des Italiens, une émigration de la matière grise et une immigration de masse complètement sauvage. Alors, je commence à essayer de comprendre en me penchant d'abord à l'histoire et puis à l'analyse des entreprises et des fusions et des acquisitions. Dans l'histoire, je pars de l'après-deuxième guerre mondiale. Déjà, on a un traité de paix qui est complètement humiliant pour l'Italie, avec des clauses qui sont encore secrètes aujourd'hui, mais qui certainement concernent la finance, les ressources du sous-sol, le pétrole et surtout la centaine de bases militaires des États-Unis et de l'OTAN qui sont parsemées dans le pays. On a malgré cela un miracle à l'italienne dans les 30 années qui suivent, avec l'Italie qui devient à un certain moment la quatrième puissance économique mondiale, avec le Made in Italy qui est envié par tout le monde, mais en même temps avec une stratégie de l'attention, des attentats, des opérations style Gladio, Stay Behind, pour tenir bon
et diriger la politique du pays. On arrive en 71 ou 71 avec la séparation du billet vert de l'or et donc la préparation dans les coulisses d'une nouvelle institution, d'une nouvelle ère monétaire, d'une nouvelle cage monétaire, avec l'assassinat en 76 du ministre Moro qui avait avait fait 3 décrets d'émission et avait émis des milliards de lire en billets d'État et pas de billets de banque, en échappant à cela au diktat et au contrôle du Fonds monétaire international. Probablement, c'est ce que nous affirmons, il a été assassiné pour ça. En 1981, par simple lettre d'un ministre, donc sans passer par le Parlement, on a la séparation du ministère du Trésor de la Banque centrale. C'est l'équivalent de la loi Pompidou en France. Et ensuite, un premier coup d'État en 92 avec Manipulite, c'est-à-dire les enquêtes de la magistrature Manipulite pour éliminer de la scène politique l'ancienne garde de la démocratie chrétienne et du Parti socialiste et faire un accord avec le Parti communiste pour qu'il soit assujetti à la finance par la suite, l'attentat au magistrat Falcone et Borsellino et l'accord sur le navire Britannia de la reine d'Angleterre au large de la Sicile où la finance anglo-saxonne décide de donner des ordres aux futurs technocrates politiciens italiens de vendre, de démanteler l'IRI. L'IRI qui était l'Institut de la reconstruction industrielle créé par Mussolini, qui avait permis justement le miracle à l'italienne et qui comprenait entre autres aussi tout le système bancaire public, la banque centrale publique et l'agroalimentaire, la métallurgie et toute une série d'industries essentielles pour la sécurité nationale. En 2011, on arrive au golpe à Berlusconi avec le chantage, soit vous vous adaptez, ou soit que Berlusconi doit partir et avec le chantage qu'on ne nous rachetait pas les titres de la dette. Merci beaucoup Nicoletta pour ces précisions, pour cet aperçu, ce condensé donc de la situation en Italie. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, la situation est dramatique parce que il y a de moins en moins de travail avec des contrats atypiques, avec le Jobs Act, des contrats tout à fait précaires. Et surtout, on n'a aucune aide sociale quand on n'a pas assez de revenus. On a une fiscalité qui nous massacre. Et donc, on est le seul pays en Europe, avec la Grèce, où nous n'avons pas un revenu minimum garanti quand on n'a pas de travail, on n'a pas assez de revenus. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais que nous rentrions dans le vif de notre sujet aujourd'hui. On parle effectivement de dette, comme je l'ai dit un peu plus tôt. On parle de la monnaie qui a une place évidemment prépondérante dans la vie de chacun, mais aussi dans l'économie de chaque pays. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose d'important que vous avez mentionné un tout petit peu plus tôt, qui est cette étape. Cette étape importante, c'était donc en 1971, lorsque les États-Unis ont décidé unilatéralement donc de dissocier le billet vert, le dollar américain, donc de l'or. C'est bien donc depuis cette période que le dollar n'est plus adossé à l'or, n'est-ce pas? Oui, effectivement, nous sommes dans ce qu'on dit. Nous devrions être dans ce qu'on dit un régime de monnaie fiat, c'est-à-dire qui n'est plus adossé à de l'or ou à tout autre bien en réserve. Mais en réalité, on est dans un système hybride, c'est-à-dire que nous sommes dans un régime de monnaie fiat pour les banques parce qu'elles créent de la monnaie comme ça, comme avec une baguette magique, comme si on crée, comme fiat, ça vient de l'expression fiat lux, que soit la lumière. Mais d'un point de vue comptable,
en réalité, il y a une réserve. Mais cette réserve, au moment de la création monétaire, est nulle. C'est-à-dire, elle est simplement remplie par nos futurs paiements, par nos futures dettes. Donc, un point de ma théorie est que nous sommes dans une asymétrie anachroniste entre la comptabilité qui a continué une pratique basée sur la monnaie or et la monnaie titre sur l'or et le régime dans lequel nous sommes ou dans lequel nous devrions être. Alors ma théorie est que nous devrions être dans une monnaie complètement fiat, complètement non dette, mais de propriété des citoyens. Or, je me suis penchée sur la question de savoir comment se crée la dette et pourquoi nous sommes dans un régime de monnaie-dette, pour découvrir que la dette publique est causée simplement par le mécanisme d'émission monétaire, par la façon dont la monnaie est créée. Elle est créée quand l'État ou quand le client, parce que c'est le même mécanisme, quand l'État doit s'approvisionner de monnaie, il s'endette automatiquement en émettant des titres du trésor, des bons du trésor, des titres de la dette. Et l'État les vend à un cartel, à un oligopole de banques privées, les too big to fail, qui créent cette monnaie ex nihilo pour racheter ses dettes. Ça, c'est l'émission monétaire. Et ce qui plus est, c'est que ce cartel de banques, cet oligopole de banques, note la création monétaire au passif dans le dépôt. C'est comme si les banques créent la monnaie en écrivant des chèques, mais ces chèques sont découverts et ils sont prêtés aux clients. Et en plus, ces chèques restent dans le tiroir de la banque. Parce que quand l'État a un dépôt, un compte courant auprès d'une banque qui lui achète les titres, en réalité, ça veut dire que la banque n'acquitte pas sa promesse de paiement. L'origine de la monnaie comme promesse de paiement est en Italie à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, lorsque les marchands vénitiens déposaient l'or dans les banques et les banques émettaient une note de banque qui est devenue après la lettre de change. Cette lettre de change, évidemment, était notée au passif. Donc, c'est de là que vient la monnaie dette. On est tellement immergé dans la monnaie dette que toutes les instances monétaires et financières mondiales définissent désormais la monnaie comme dette. Par exemple, la Banque centrale européenne définit la monnaie comme étant une liability, c'est une définition en anglais, liability c'est le passif, comme un passif ayant un degré plus ou moins élevé de moneyness, c'est un néologisme pour dire monétabilité ou quelque chose comme ça. Donc la monnaie devient comme un degré alcoolique, et ce degré est plus ou moins élevé selon la liquidité du bien sous-jacent. Donc, la Banque centrale européenne définit la monnaie comme un titre. Et c'est là un autre point de ma théorie, c'est que le problème, c'est qu'on fait coïncider la monnaie avec le titre ou avec la marchandise. Ce qui est la même chose parce que le titre, c'est un titre sur marchandise. Donc, tout ça est contraire à notre code civil, lequel présuppose que la monnaie est une res. Res, c'est en latin chose, mais c'est pas seulement la chose tangible. Pour le droit d'origine latine, res, c'est le droit réel. Donc, un droit réel, contrairement au titre, ou contrairement à un instrument de paiement, est un droit de jouissance immédiate, est un droit qui est de valeur absolue vis-à-vis de tout le monde, contrairement au titre qui est normalement valable au porteur, est un droit sans échéance à utilité répétée. Et la monnaie est un droit sans échéance à utilité répétée, contrairement au titre.
La monnaie à cours légal, en plus de ces caractéristiques, doit être définie telle par le législateur. En Europe ou dans l'eurozone, la monnaie à cours légal a été définie par les traités comme étant les pièces et les billets de banque. Mais il y a un silence énorme, criant, pour ce qui concerne la monnaie bancaire. Or, ce problème... pour la monnaie bancaire, aussi dans le cas de la monnaie bancaire, on fait confusion donc entre la monnaie et le crédit et entre la monnaie et l'instrument de paiement, à tel point que le paper de KPMG Island en 2016, inspiré par les études et les recherches de l'économiste Richard Werner, s'est penché sur la méthode de séparer, sur la nécessité de séparer la fonction monétaire de la fonction de crédit, en disant que la fonction monétaire doit être contrôlée par le public. Et, ce qui est possible, n'est possible qu'en abrogeant Maastricht. Mais Maastricht, selon moi et selon d'autres chercheurs, devrait être nul de facto, de fait, parce que Maastricht a été appliqué par un simple règlement. Donc, par un simple règlement, on a modifié les traités alors qu'il fallait convoquer une conférence intergouvernementale fermée par la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui est... tout ça m'a porté à définir la monnaie. La monnaie, c'est donc une liquidité. Et qu'est-ce qui est liquide par excellence? C'est le cash. Cash et caisse ont la même étymologie. Les normes internationales IAS 7.6 définissent le cash comme étant le cash on hand, c'est-à-dire les pièces, la monnaie qu'on peut toucher, sonnante et trébuchante, et le demand deposit. Et en ceci, il mélange ce qu'est vraiment la caisse avec ce qu'est noté au passif. Alors, si les demand deposit, c'est-à-dire les dépôts à vue, sont définis comme un passif, mais en même temps, ils sont définis comme la caisse, il y a un problème. Parce que de deux choses l'une, soit les dépôts sont un titre au passif, soit ils sont la caisse. Et s'ils sont la caisse, ils doivent être notés du point de vue comptable différemment. Alors, une dernière chose, il faut se rendre compte que la monnaie ne doit pas être mélangée avec le titre et avec l'instrument de paiement. La monnaie est plus une unité de compte. Comme le maître, la monnaie mesure la valeur, et comme le maître qui contient la caractéristique de ce qu'il mesure, l'unité de compte monnaie contient la caractéristique de ce qu'il mesure, c'est-à-dire la valeur. Mais à différence de l'unité de compte monnaie est plus variable parce que le mètre physique ne varie pas, mais la valeur varie pour toute une série de choses qui ont trait plus à la nature semblable au symbole linguistique qu'au mètre. Le symbole monétaire est un symbole. Le symbole monétaire est un symbole et qui ressemble au symbole linguistique. Et c'est une réserve de valeur seulement parce que les citoyens organisés dans un réseau qui jusqu'à maintenant était l'État acceptent cette monnaie et acceptent de croire que cette monnaie a cette valeur et ont la foi que cette monnaie pourra fonctionner dans le pouvoir d'achat que cette monnaie leur procure. C'est-à-dire, ils ont la foi. C'est une question aussi de foi. La monnaie a valeur parce qu'il y a un réseau organisé de citoyens. Merci beaucoup, Nicoletta, donc pour cette analyse qui nous permet de mieux comprendre effectivement bien des aspects. La question évidemment que j'ai envie de vous poser, c'est pour notre public en particulier. Si vous deviez résumer de façon très synthétique le fonctionnement du système aujourd'hui, comment le système fonctionne-t-il? Alors, il fonctionne comme ça. Quand la banque crée de la monnaie, elle le fait toujours en coïncidence avec la création de crédit,
une opération de change, un achat d'un immeuble ou un achat de fournitures de travail de ses dépendants. L'astuce est qu'ils aient le compte courant auprès de ces guichets. Et l'autre astuce, c'est que quand la banque crée la monnaie, elle crée indirectement un faux équilibre entre l'actif, qui est la créance, et le passif, qui est le dépôt. Ce dépôt, il est donc noté au passif, comme si la banque devait le régler, mais la banque ne le réglera que très rarement parce que c'est une promesse de paiement en billets de banque qui ne représente que maximum le 5% de la masse monétaire totale bancaire. Alors, ici, c'est le schéma de KPMG et il montre que à chaque nouvelle création monétaire dans la banque commerciale, il y a une augmentation du bilan avec une nouvelle créance, un nouveau dépôt. Et par contre, le client, il aura un nouveau dépôt et une nouvelle dette. Simplement, la créance du client n'est pas une vraie créance comme le dépôt. La dette du dépôt n'est pas une vraie dette. La création monétaire actuelle, donc, par exemple, si la banque crée 100 euros, elle va mettre l'actif 100 euros, au passif 100 euros, et le client aura 100 euros de créance et 100 euros de dette. Lorsque le client va dépenser dans l'autre illustration, cette monnaie du dépôt, il va y avoir la réduction de la dette de la banque à 0 et la réduction de la créance du client à 0. Le client aura la dette, toujours la dette vis-à-vis de la banque. Lorsque le client rembourse les 150 avec les intérêts à la banque, le capital va disparaître parce que la créance va être effacée, la créance de la banque, la dette du client va être effacée et la banque va noter simplement dans le compte pertes et profits les intérêts. Or, le capital, il disparaît. Mais il disparaît dans la comptabilité. Il n'est pas sûr qu'il disparaisse dans la réalité parce que c'est toujours un flux qui va quelque part dans un compte. Excellent. Excellent. Écoutez, cela nous permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, la question, évidemment, en toute logique, que je souhaite vous poser maintenant, c'est comment ce même système pourrait fonctionner autrement? Alors, mes études m'ont porté, comme vous savez, à étudier le langage de la double écriture à son origine. J'ai lu le traité de Luca Pacioli, qui était un franciscain, qui a écrit ce traité de la double écriture en 1494 ou quelque chose comme ça, en vénitien ancien. C'était pas facile pour moi non plus, mais en le lisant, le relisant, je l'ai compris. J'ai compris que donc la monnaie, pour résumer, doit être non pas dette, donc elle doit être séparée du titre, elle doit être caisse pour ne pas être dette. Elle doit appartenir à qui? Elle ne doit pas appartenir au système bancaire, parce que le système bancaire, il ne travaille pas pour donner la valeur à cette monnaie. Il doit appartenir à la société, donc aux citoyens organisés dans le giro, dans le réseau, parce que ce sont eux qui donnent la valeur à cette monnaie. Alors, avec la double écriture, c'est un principe, cette double écriture décrit normalement des achats et des ventes de marchandises et présuppose que tout est dette et tout est prêt ou emprunt. Dans les trois principes principaux, c'est que celui qui donne est crédité et celui qui reçoit est crédité parce que il n'y a pas place au don. À tout débiteur doit correspondre un créditeur et la somme de toutes les dettes du débiteur doit être équivalent à la somme des créditeurs. En plus, c'est un langage figuré, c'est-à-dire où des choses comme la caisse, le capital ou la marchandise deviennent des personnes qui elles-mêmes peuvent être débiteurs ou créditeurs. Alors, pour Luca Pacioli, il y a un cas où quand quelqu'un reçoit quelque chose, à la limite, il doit le donner à personne. C'est quand quelqu'un qui marche dans la rue trouve un trésor, ou bien quand quelqu'un reçoit en don de l'argent du prince, qu'il dit, ou bien quand quelqu'un reçoit de l'argent d'un héritage de ses parents,
Ou bien quand quelqu'un qui commence à écrire la comptabilité se retrouve avec de l'argent qu'il a gagné dans un autre temps, dans un autre travail. Dans ce cas, il va dire, Luca Pacioli il dit, vous allez mettre cet argent dans la caisse à votre gauche parce que la caisse est toujours au compte débiteur, parce que la caisse doit toujours l'argent, ou bien elle doit rien s'il est à zéro, mais elle n'est jamais en créditeur parce que la caisse ne peut pas être en dessous de zéro, sinon ce n'est plus de l'argent monnaie, c'est un titre. Alors, vous allez mettre à la caisse cet argent, cette valeur de l'argent que vous avez, et vous allez mettre vous-même créditeur de cette monnaie. Ça, c'est en langue de Luca Pacioli, la façon d'exprimer la monnaie propriété de soi-même. Or, quand la banque crée les signes scripturaux de la monnaie, c'est la valeur de ces signes doit appartenir à la banque ou à la société. On a vu que la valeur de ces signes doit appartenir à la société. Donc, on est plus dans le cas qu'il décrit de la monnaie prêtée, de l'argent prêté à quelqu'un par un ami. Dans ce cas, la caisse va être débiteur et l'ami va être créditeur. C'est exactement le cas de la création monétaire. Alors, on va voir l'image. Dans l'image, cette création monétaire doit se faire, par exemple, par une banque centrale, mais cette banque centrale ne doit pas être indépendante comme maintenant du Trésor. Cette banque centrale doit fonctionner à la limite comme une imprimerie du Trésor, comme un bureau dépendant du Trésor. Donc, comme un agent du principal, comme cela se passe en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ou comme cela se passait avant le critère de Maastricht, ou comme un bureau qui subit un contrôle analogue, ça c'est le langage de la Commission européenne, un contrôle analogue par le Trésor, analogue à tout autre département du ministère du Trésor. Et le Trésor doit être non pas une personne morale, le Trésor doit être la caisse des citoyens. Donc, la création monétaire va se faire dans la caisse, et pas comme créance, dans la caisse de la Banque centrale. Et la raison de cette création monétaire qui ne doit pas hausser, mais qui doit être destinée, va se faire principalement pour la démographie. Et dans cette quantité créée pour la démographie, il y aura aussi une part pour le patrimoine, c'est-à-dire pour l'entretien du patrimoine qui est l'héritage que nous avons reçu du passé, et il faut l'entretenir, et il faut le mettre en valeur, et pour les travaux publics, que ce sont les décisions du Parlement pour l'avenir de notre pays ou de notre giro, de notre réseau. Donc ça va être mis dans la caisse, à l'actif de caisse. Au passif, on va mettre ce même montant comme dette vis-à-vis du Trésor. Parce que c'est le Trésor, comme dernière analyse, va devoir décider des parts consacrées au patrimoine, aux travaux publics, à travers le Parlement, à travers la situation, à travers la démocratie. Et donc le Trésor va mettre comme créance vis-à-vis de la Banque centrale, et c'est cette somme qui va être mise comme dette vis-à-vis des citoyens. Ça, c'est comment la monnaie devrait être comptabilisée. Dans ce cas, on aura une monnaie caisse, parce que dans la caisse, on a ce qu'on a, et on n'a pas ce qu'on doit donner ou ce qu'on doit avoir. J'utilise ces mots en italien, ils sont vraiment, c'est les mots de la comptabilité, dare et avere, donner et avoir, débiteur et créditeur. Donc, c'est de la monnaie caisse qui est due aux citoyens, parce que les citoyens sont les propriétaires de la caisse. Donc, nous arrivons à un langage où on exprime aussi d'un point de vue juridique que la monnaie créée est de propriété des citoyens en général, et du citoyen
du particulier, du porteur, quand il accepte la monnaie dans le cas concret. Merci à nouveau Nicoletta pour ces explications. Ce qu'on va retenir en particulier, c'est le rôle prépondérant que vous accordez en l'occurrence aux citoyens, à la population. Vous le remettez au cœur du système, n'est-ce pas? Oui. Oui, effectivement. Et ce modèle que j'ai fait, je l'ai fait de façon arbitraire entre un trésor national et une banque centrale nationale, et réplicable au niveau de la commune, de la province, de la région et du secteur. Parce que cela dépend de tout État, comment il veut s'organiser, organiser ses compétences d'un point de vue hiérarchique. Par exemple, en Italie, historiquement, on tient très fort dans certaines villes à la cité commune, à les cités-États. Et Monte dei Paschi, par exemple, était un héritage de cette époque où les cités avaient une espèce de souveraineté et pratiquement la banque Monte dei Paschi était souveraine. Simplement, la différence de mon schéma, c'est que on définissait le droit de seigneuriage ou le revenu monétaire comme étant seulement les intérêts. Donc, c'était les intérêts qui allaient au territoire, parce que Monte dei Paschi était une coopérative publique qui devait, par loi, redistribuer les profits, qui étaient considérés les intérêts, au territoire. Or, dans mon schéma, le profit monétaire, c'est le capital. Et si le capital, si la monnaie créée appartient aux citoyens, c'est la monnaie créée qui doit retourner à un certain moment, d'une façon ou d'une autre, aux citoyens. Alors, j'ai oublié aussi de dire que cette monnaie va devoir être soit distribuée en revenu minimum universel, soit dépensée par l'État ou par la commune directement, soit dans le circuit du crédit, Mais ce sera seulement à la suite de l'opération de création qui doit être séparée de l'opération de crédit. Dans le cas d'une opération de crédit, le capital rendu avec les intérêts ou avec un prix forfaitaire pour le service va retourner dans les caisses du Trésor et comme dette vis-à-vis des citoyens. Donc on aura plus, disons, la disparition, comme par enchantement, de ce capital créé. Et les banques vont être vraiment des vrais intermédiaires, ce qu'elles ne sont pas maintenant. Excellent. Merci à nouveau, Nicoletta. Notre émission, malheureusement, arrive à son terme. Le sujet est vaste, nous le savions, il est loin d'être couvert. Mais avant de nous quitter, Nicoletta, qu'aimeriez-vous que notre public aujourd'hui retienne de cet entretien ? Alors, j'aimerais qu'on comprenne bien clairement que la monnaie doit être détachée au moment de sa création de toute transaction, car la première transaction est celle de la vie et de la mort, c'est-à-dire de la valeur de la vie humaine. C'est ça la première transaction, la fondamentale, qui respecte aussi, disons, la création, etc. Et je voudrais aussi donc qu'on sache clairement, pour toutes les personnes qui font de la monnaie complémentaire, etc., que la monnaie ne doit pas être adossée, mais elle doit être destinée. Donc, pour ne pas être une monnaie dette, la monnaie ne doit pas être adossée, pour qu'elle soit séparée de l'instrument du titre. Elle doit être destinée après, disons, l'opération fondamentale, la transaction fondamentale, qui est celle d'accorder une monnaie pour tout être vivant. La monnaie ne doit pas être couverte, la monnaie doit couvrir l'humain. La monnaie ne doit pas être adossée, la monnaie doit garantir la dignité de la valeur humaine. Voilà. Merci donc Nicoletta Forcieri, merci infiniment. Je suis sûr que votre analyse, que votre travail de recherche, que vos propositions qui méritent toute notre attention seront accueillies dans d'autres émissions, des émissions de débat cette fois-ci, au cours des prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité et je vous salue.
Je vous dis au revoir. Merci également au Poste et à Alain Hayes pour leur collaboration aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous tous. C'était Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.